Bienvenue sur Hyperpass, le podcast qui dévoile les stratégies de croissance des entrepreneurs les plus inspirants de la formation professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sylvain Tillon. Salut Sylvain, comment ça va? Salut Thomas, merci de m'inviter, c'est cool. Bah écoute, avec Ouais, en plaisir. plus, a priori, dans les entrepreneurs inspirants, donc ça fait plaisir. Bah écoute, un plaisir que de te recevoir aujourd'hui pour échanger à propos de ton parcours, du bahut et de tout ce qui va t'intéresser. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te commencer par te présenter pour notre audience? Sylvain, 43 ans, lancé SIDO, une agence de conseil en formation, enfin en pédagogie, il y a 17 ans maintenant. Et Le Bahut, il y a 5 ans, selon un rêve un peu fou, on avait écrit un business plan il y a 17 ans de 2 pages, hein, avec 3 grands principes. On veut s'éclater, on veut gagner notre vie, et on veut faire des projets auxquels on croit. Et le rêve ultime serait de créer l'école dans laquelle nous, on aurait aimé être étudiants. Ça nous semblait impossible. Sauf que j'ai participé aux premières sessions de la Rocket School, une école qui forme des commerciaux en alternance et que j'avais trouvé assez incroyable parce que j'avais rencontré des apprenants talentueux, euh, brillants et fous. Et j'avais adoré ça. Et j'étais ressorti, j'ai été voir le boss Cyril et je lui ai dit putain, j'aurais dû faire cette école parce que tu touches mes deux passions, le sales, le marketing et la formation. Mais bon, tu l'as fait, tu le fais bien, tant pis pour moi, j'avais qu'à me réveiller plus tôt et y penser avant. Mais c'était resté quand même dans un coin de tête. Et quand je me suis fait sortir ma startup, parce qu'après Sido, je suis parti faire une startup pour les commerciaux, un logiciel pour les commerciaux, sortir par mes investisseurs, je suis allé voir la boss de Sido et je lui dis, putain, tu te rappelles à l'époque, on avait parlé de ça, là je me fais un peu chier, je suis dispo, est-ce que ça te ferait marrer, est-ce que tu serais ok de me financer ce projet et que je tente de lancer le Bahut, une école qui forme donc des adultes en reconversion uniquement. Initialement, un premier métier qui est concepteur pédagogique ou Digital Learning Manager. Et depuis 18 mois, un deuxième métier qui est chef de projet IA, sur un modèle un peu différent où il n'y a pas de diplôme à la fin, mais c'est nous qui cherchons les employeurs et on s'attache à avoir un programme du coup qui répond aux attentes des employeurs et non pas un référentiel potentiellement obsolète, daté et plus complètement adapté. Avec beaucoup de projets, beaucoup de concrets, beaucoup d'accès à des logiciels payants, mais qu'on ouvre gratuitement pendant toute la formation, afin que, il y ait un vrai portfolio et que nos étudiants puissent montrer qu'ils savent faire et pas uniquement qu'ils ont compris. Voilà un peu le principe de l'école depuis 5 ans. On a fait 10 promos à Lyon, 5 à Paris, 3 à Nantes, en franchise à Paris et Nantes, 10 à Lyon sur Digital Learning, et on a lancé notre troisième à Lyon sur l'IA et une quatrième qui arrive bientôt. Ok, ok, super, bah félicitations. Ce que je te propose, c'est qu'on rentre un petit peu plus en détail sur ces différents parcours. Ce qui va m'intéresser, c'est tout d'abord à qui est-ce qu'ils s'adressent, ces parcours. Tu en as parlé rapidement, mais ça m'intéresse qu'on creuse un petit peu, à la fois le parcours de concepteur pédagogique et le parcours dans l'IA. Et je voudrais savoir un petit peu aussi quel est le format de ce parcours et comment est-ce que vous l'avez pensé, notamment en termes d'objectifs pédagogiques. Bonne question, tiens. Déjà, le parcours, on s'est posé la question pour nous si on devait en embaucher un, parce que l'idée de départ, c'était de les former pour qu'ils soient aussi bons, assez bons, pour venir bosser chez nous. Et on est très exigeant chez Sido. Et on a peu de turnover, peu de départ, donc il fallait vraiment qu'ils soient des cadors en sortant. Et on se posait la question, nous aussi, en tant qu'employeur, c'est quoi le rythme idéal pour nous? Plus une contrainte, c'est qu'on prend des gens qui ne sont pas du tout issus de la formation ou de l'IA. Par exemple, notre major de promo 1 est un ancien footballeur pro, puis entraîneur des gardiens pro d'un club de foot, et n'avait jamais vraiment utilisé l'ordi dans un cadre professionnel. Il arrive chez nous à 40 ans sans convertir, on avait détecté qu'il avait un raisonnement algorithmique, qu'il était plutôt très futé et qu'il allait bien bosser et vite. Et c'est ça qu'on va rechercher. Par contre, on va pas l'envoyer dans l'entreprise après une semaine de cours, parce qu'en une semaine, il n'aura pas appris grand-chose. Donc dans les deux cas, on démarre. Alors c'est aussi un truc qu'on a un peu reproduit de la Rocket, mais eux qui faisaient un bootcamp de 3 mois avant de faire une alternance d'1 ou 2 ans. On a 5 premières semaines à l'école dans les deux formats sur les deux sujets pour qu'ils aient une partie théorique et qu'ils travaillent sur un premier projet en fait, en autonomie, et pour qu'ils arrivent en entreprise en ayant déjà fait quelque chose et en étant autonomes. Parce que souvent on les envoie dans des boîtes où ils n'auront pas vraiment de référent expert. Digital Learning, les boîtes, savaient à peine ce que c'était qu'un LMS, elles savaient qu'il fallait y aller, mais ils avaient besoin de quelqu'un qui prenait ça en main. Donc nous, il fallait qu'ils aient déjà touché des LMS, qu'ils aient déjà intégré une première formation dedans, qu'ils aient compris comment ça marche. Pour l'IA, pareil, il n'y a pas toujours d'experts en interne, voire il n'y en a pas du tout. Et justement, ils sont là pour guider les projets, pour écouter les besoins, pour créer des protos,
en totale autonomie. Donc, on a ces 5 premières semaines au début, et après, c'est un rythme à peu près d'une semaine de cours toutes les 6 semaines. OK. 6 semaines en entreprise où il y a pas de taf, rien à préparer, rien à relire de quoi que ce soit pour l'école. Parce que important pour moi qu'il y ait pas de charge mentale, en fait, parce que va y avoir du boulot en entreprise. Et il faut pas qu'ils aient un truc qui traîne, qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'investir vraiment dans leur boîte. Donc pendant 6 semaines, on les laisse tranquilles. On a accès à eux via un Discord. Ils peuvent nous poser des questions. On les met aussi dans un réseau où ils sont pas tout seuls. Mais ils ont pas de boulot pour l'école. Et par contre, la semaine où ils reviennent à l'école, on prévient les employeurs de considérer que c'est une semaine de vacances et qu'ils sont pas là. Parce qu'ils vont bosser sur un projet court, assez intense. Ça, c'est un autre truc que j'ai récupéré de mes années prépa. Moi, j'ai adoré ma prépa il y a longtemps. Et du coup, on est sur des formats. Alors, ils ont pas de taf le soir, mais leur 9h-17h, ils en prennent plein la tête. Et c'est là où c'est un peu marrant, où ils voient plein de choses. Et ils s'entraident aussi normalement entre eux. Donc, cette semaine, on leur demande de les oublier, mais du coup, c'est sur 50, enfin, sur une année, sur 52 semaines. Ils ont en gros 11 semaines de cours, ils ont 52 jours sur l'année, sur 52, et beaucoup de présence en entreprise, passer les 5 premières semaines d'initiation et de prise en main des principaux outils. OK, OK, très clair. Il me semble que vous avez un processus de sélection qui est assez spécifique, pour ces différents parcours. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y avait, je crois, notamment des tests à l'époque, on en avait parlé. Si c'est toujours le cas, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur, cette dimension-là. Alors, c'est un processus itératif qu'on n'a pas fini, on recherche d'autres choses encore. Un truc qu'on n'arrive pas toujours à détecter, c'est des profils qui réfléchissent vite et bien, mais qui n'arrivent pas à produire. Et on a eu récemment un ou deux par promo. C'est frustrant parce que tu partages la consigne, la personne la comprend, est capable de te la réexpliquer, te modéliser ce qu'il faudrait faire, et c'est tout. Et là, il nous manque un truc là-dessus, donc on cherche ça un peu. Évidemment, c'est des process enfin, c'est des tests un peu différents des deux côtés. Côté digital learning, on va vérifier plutôt la capacité à écrire de façon synthétique et compréhensible, et à comprendre des sujets complexes et être curieux de tout et n'importe quoi, parce que tu peux être concepteur pédagogique sur un nouveau train d'atterrissage des avions, comme une nouvelle assurance vie, ou une nouvelle règle pour protéger l'environnement sur tel sujet. Là où en IA, c'est plus un raisonnement algorithmique, une appétence au numérique et à la bidouille, à la recherche en général, enfin la recherche d'infos. Et donc c'est pas du tout les mêmes tests, mais on a des tests pour essayer de retrouver ces infos-là. Plus après, on est un peu difficile parce on a la chance de recevoir beaucoup de candidats, probablement lié au fait que bah, c'est nous qui cherchons les employeurs pour l'alternance principalement, et du coup ça attire du monde. Mais il faut qu'on fasse une sélection là-dessus pour identifier ceux pour qui on pourra trouver un employeur. Donc on a un premier filtre, et le deuxième filtre, c'est aussi l'employeur. Parce que pour une promo de 20, moi j'en sélectionne à peu près 30, et c'est sur ces 30-là que je vais présenter 3 profils à chaque employeur, et je vais essayer de présenter 3 employeurs à chaque candidat, ce qu'on arrive à peu près à faire, mais pour autant, ça peut ne pas fitter, et je vais pas plus loin que 3 des deux côtés. Dans l'idée, si sur les 3 il n'y en a aucun qui colle, c'est soit que j'ai rien compris à ton besoin en tant qu'employeur, soit que tu es trop exigeant par rapport à ce que je peux t'amener comme candidat, soit que tu espères qu'il sache déjà faire. Putain, j'ai un employeur, il a demandé à un de nos candidats alternant IA de lui créer un agent. Mais il n'a pas encore vu ça. Enfin, sinon, il n'a pas besoin de faire l'école, en fait. Il va Mmh. savoir faire ça à la fin des 5 premières semaines, mais pourquoi tu demandes ça? Ah, parce que je veux être sûr qu'il soit capable de faire. Bah ouais, mais c'est pas notre modèle, donc il va falloir que tu me fasses confiance à moi, comme quoi on va les former là-dessus. Mais pas d'attendre qu'ils sachent faire ça. Donc normalement, il n'y a pas trop de tests côté employeur, c'est plus une logique de des gens qui se connaissent. Tu sais, moyenne d'âge à l'école, nous, c'est 41 ans. On fait aussi une sorte de test de personnalité un peu pour voir comment ils bossent en termes d'autonomie, en termes de fonctionnement managérial et, euh, et ce qu'ils recherchent un peu comme projet. On reçoit aussi beaucoup d'anciens freelances qui ont envie de retravailler en équipe, parce que c'est pas toujours simple d'être seul. Euh, et après, on a aussi des gens qui ont eu un, un souci pro-perso dans les 3 dernières années. Euh, c'est là, moi, j'ai pris une petite dose d'humilité où j'ai vraiment des gens brillants qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu moi, qu'on me dise, gamin, t'es pas trop con, tu y arriveras. Eux, on leur a dans l'ensemble jamais dit ça. Et ils arrivent chez nous après un management toxique un peu violent, après un burn-out un peu dur, après un divorce perso ou envie de changer de vie, on repart à zéro. On attire aussi, euh, est-ce que c'est via notre com, est-ce que c'est via notre image ou via notre fonctionnement, pas mal de personnes qui sont
récemment diagnostiqué TSA, trouble du syndrome autistique, du spectre autistique, pardon, et qui, du coup, bah, s'accepte un peu plus et ça va un peu plus dire, voilà, les conditions dans lesquelles je peux être efficace et dans lesquelles je peux m'épanouir. Donc voilà, des profils qu'on a. On a aussi pas mal de LGBT qui ont eu des parcours compliqués parce que des parents qui n'ont pas toujours compris, donc n'ont pas pu faire toutes les études qu'ils auraient aimé faire et qui, à 30, 40 ans, se disent, mais en fait, j'ai envie d'un job où je m'éclate et où je peux vraiment faire ce que j'aime et pas juste un job alimentaire. Voilà, c'est très divers et c'est là où c'est génial. C'est les croiser tous les matins. Moi, j'apprends énormément d'eux. Vraiment, ils sont très très bons. C'est assez bluffant. Il faut vraiment que je t'invite sur une promo, que tu viennes voir comment ils bossent. J'ai pas 5 minutes de retard, j'ai pas une demi-journée d'absence parce que il faut que ça marche. Ils ont pas le droit à l'erreur, ces gens-là. T'imagines, à 40 piges, tu repars au SMIC ou un tout petit peu plus. T'as quand même généralement une famille, des proches, des gens qui comptent sur toi. Ouais, il faut qu'à la fin de l'année, t'aies ton salaire et que t'aies réussi ta reconversion. OK, OK, très clair. Si on rentre un peu plus dans le détail de la pédagogie, sur chacun des parcours, imaginons que j'intègre une des promotions, à la fois sur, le parcours, côté pédagogie et côté IA. Qu'est-ce que je vais apprendre, concrètement? C'est là où c'est un peu bizarre, on ne donne pas toujours de correction ou de fiche de ce qu'il aurait fallu faire. On a une logique un peu comme 42 de projet, où tu vas travailler sur des missions où dès les 5 premières semaines en digital learning, tu dois créer un module e-learning pour une association qu'on a choisie. On a travaillé par exemple pour une association qui forme au chess boxing. C'est un sport qui mélange boxe et échecs. Mmh. Où ils ont fait aussi un petit e-learning pour C'est vrai ça, mon asso qui lutte contre la désinformation, où l'association est là. Bon, ils ont une masse d'outils, ils ont un client qui arrive physiquement dans la salle, qui dit bah voilà mon besoin, c'est que j'entraîne des gamins de Seine-Saint-Denis au chessboxing, autant les règles de la boxe ils comprennent vite, autant les règles de l'échec, des échecs c'est plus compliqué. Et j'ai besoin d'un truc ultra gamifié, parce qu'en fait, ils ont pas beaucoup de temps, et il faut leur donner envie, vite. Parce qu'ils n'ont pas le droit de faire la boxe, ils n'ont pas compris le jeu des échecs. Et ils donnent les principales infos et après trouver le meilleur mécanisme et la meilleure strat pour que ces gamins apprennent les principaux déplacements et qu'ils aient envie de faire les deux. Voilà un exemple. Et ils vont devoir créer et le module et l'héberger sur un LMS. On a 5 partenaires, on bosse avec 360 Learning, RiseUp, Didask, TeachUp depuis peu. On a évidemment du Moodle et d'autres, j'en oublie. On a eu du Dokeos. Enfin, on teste en fonction aussi des employeurs parce que on veut que nos étudiants soient prêts à travailler sur les LMS de leur employeur. Donc on peut aussi les faire bouger un peu par promo. Si ton employeur a 360, il faudra que tu bosses sur 360 pour arriver chez lui en connaissant comment ça fonctionne. Même si la logique finalement d'un LMS est le même un peu partout. En IA, c'est un peu la même logique. On fait venir une asso. On avait fait venir par exemple l'asso du club de foot de La Duchère, qui est un club incroyable. C'est le premier club de foot à mission en France et qui a un vrai rôle. C'est un stade dans la cité et ils accueillent beaucoup de jeunes de la cité pour leur donner envie d'apprendre à nouveau. Et ils ont même des cours de soutien scolaire au club pour les obliger à faire des cours en plus de l'entraînement de foot qui les éclate. Et là, l'enjeu, c'était comment leur faire gagner du temps au niveau admin grâce à l'IA. Vérifier que les licences ont bien été déposées, que l'argent a bien été touché. Ils avaient une alternante qui faisait ça à 2 tiers temps, quoi, de faire des tableaux Excel de vérif. Et on leur a montré comment on pouvait automatiser ça. Enfin, on leur a montré. Nos étudiants leur ont créé l'automatisation pour gagner du temps, non pas pour que l'alternante soit virée, mais pour qu'elle fasse des tâches plus intéressantes que simplement de la vérif dans des Excel. Ou autre truc con, je me rappelle, c'était les convocations pour les matchs, où c'était l'enfer. Ils communiquent que sur WhatsApp, parce que les parents n'ont pas de mail et les enfants n'ont pas de mail encore. Et bah, tu as l'équipe 1 qui choisit ses 15 joueurs, et en fonction de ces 15 qui sont pris, bah, tu as l'équipe 2, équipe 3, équipe 4. Et c'était un enfer en fait pour qu'ils se partagent les infos entre les coachs pour savoir qui était dispo, pas dispo. Et on leur avait automatisé un petit bot dans WhatsApp pour que ces infos soient récupérées automatiquement, que les jeunes puissent dire je suis dispo, pas dispo, que ça rentre dans un fichier, que l'autre coach il ait tout de suite les infos, qu'il n'ait pas à attendre la transmission par le coach d'avant, et que ce soit le plus fluide possible. Donc voilà ce qu'ils vont faire dès les 5 premières semaines. Après, en digital learning, bah, on va aller plus loin, on va faire un peu de réalité virtuelle potentiellement, on va faire là du podcast, je crois que c'est leur prochaine semaine, apprendre à faire du podcast pro. Euh, toujours ce que je dis en fonction des attentes du marché. On fait beaucoup d'IA maintenant aussi en digital learning parce que qui maîtrise ces outils, qui sache ce que ça peut produire ou pas,
Moi, je vais être très fan du doublage de Agent par exemple, moins fan d'outils qui vont écrire du texte pas toujours très bon, très fan d'Autrice, le produit français qui produit des learnings qui sont accessibles. En IA, ils vont aller jusqu'à apprendre à installer euh, des modèles de langage sur des serveurs sécurisés pour qu'on ait une certaine souveraineté dessus, qu'on puisse fine-tuner aussi par rapport à des enjeux spécifiques ou à des bases de connaissances spécifiques. Donc ouais, on va aller assez loin, sachant qu'ils vont pas tous utiliser toutes ces compétences. Moi, l'idée quand même, c'est qu'ils soient employables dans les 5 prochaines années, tout en leur rappelant, attention, ça bouge très vite, et si vous continuez pas à faire votre veille et que vous ne vous mettez pas en apprentissage continu, moi, je vous garantis pas que dans 3-5 ans, vous ayez encore du boulot. Mais c'est presque la principale chose qu'on leur apprend, c'est de nouveau apprendre à apprendre. Et on les rassure, on les prend par la main pour leur trouver un premier employeur qui leur fait confiance, et qu'après, ils vivent leur vie. Je viens de sortir mes 2 études d'insertion. Alors sur l'IA, c'est très récent, parce que la première promo, on l'a lancée 18 mois. La deuxième, il y a 12 mois, donc ils viennent juste de sortir de l'école. On est quand même à 85% de personnes qui ont un job à la fin. Ce qui est cool, sur des profils en reconversion, qui étaient potentiellement au chômage depuis longtemps, et qui n'ont pas toujours de diplôme. On n'a pas beaucoup de diplômes, enfin on a moins de diplômes, de gens diplômés sur l'IA que sur Digital Learning. On Intéressant. a 20% 25% qui ont moins que Bac+2 en IA. Là, en Digital Learning, on a quand même un niveau un peu plus élevé au niveau diplôme de base. Et on est à 88,7%, je crois, d'insertion. La salle, je viens de la sortir sur mon site, j'ai oublié, mais dans ces eaux-là, 88%. Et c'est cool quand même de se dire qu'il y a 80% qui ont réussi à leur reconversion, sachant qu'ils n'ont pas été diplômés. Nos formations ne sont pas diplômantes. Notre seul enjeu, c'est l'insertion. Ok. Au contraire de certains organismes qui parfois survendent des diplômes qui permettent pas de trouver du boulot. Alors c'était ma question suivante du coup, tu parles de cette notion d'insertion. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débouchés? Une personne qui aurait suivi un parcours chez vous, en pédagogie ou en IA, quels sont les métiers visés? Et est-ce que tu as des exemples, qui te parlent, de «success story» entre guillemets, des gens qui ont eu des transformations qui sont intéressantes, suite, à une formation, chez vous? Bah, je te parlais de Benoît qui était joueur de foot et qui est aujourd'hui consultant formateur chez Emelops, une des plus belles agences IA pour moi en France, dans le sens où la fondatrice a passé un doctorat en 2008, je crois, sur le sujet de l'IA. Donc c'est pas une récente IA qui a découvert l'IA avec la générative, c'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus large, qui accompagne des grandes entreprises sur le sujet, et que lui s'est vite fondu là-dedans et forme des gens de très haut niveau aujourd'hui, après avoir fait une formation chez nous. De Lucie, qui est aussi première promo du BAU Digital Learning cette fois-ci, qui était prof de FLE, français langue étrangère, qui était en Allemagne pendant le Covid. Tout a fermé, plus de taf. C'est très dur, prof de FLE. En Digital Learning, je crois qu'on est à 28% d'anciens enseignants qui viennent se reconvertir chez nous. Et qu'aujourd'hui, conceptrice pédagogique, Digital Learning Manager, à l'école hôtelière de Lausanne, OK. qui fait des projets incroyables. Et c'est une nana géniale qui est en plus très orientée open source, donc il y a une vraie vision aussi de l'impact du numérique et de la souveraineté des données pour la formation. Ouais, c'est des parcours très divers et c'est ça que moi j'adore à l'école, c'est de voir ces gens qui évoluent. Après, beaucoup restent chez leurs employeurs, hein, de l'alternance. Et là, mon réseau et l'image de l'école et le fait qu'on ne diplôme pas, on en voit plutôt dans des PME, OK. nos alumni, enfin nos candidats alternants. Parce que les grandes entreprises, de toute façon, prendre un alternant à 41 ans, c'est chelou. Ils savent pas faire, ça rentre pas dans les codes, c'est plus cher qu'un alternant de 20 ans. Mmh. Et pas toujours simple à encadrer par un manager qui a pas toujours 40 ans non plus. Ou ils sont pas toujours à l'aise avec ça. Euh, Plus des jobs vachement plus silotés, où nous on leur donne un accès à une vision un peu globale de ce qu'on peut faire avec l'IA pour qu'ils soient vraiment là en projet transverse. Moi, l'objectif c'est que ce soit les nouveaux chefs de la transformation digitale des années 2000, et qu'en 2025, il y ait quelqu'un qui soit là pour cette transformation IA, et qui soit là pour aider aussi bien quelqu'un qui a besoin de bien prompter ou de mettre en place un petit agent, ou de créer des protos internes, mais qui a cette vision un peu complète. On ne forme pas des architectes de l'IA de demain, ni des devs pour coder un nouveau LLM. On forme des gens qui savent utiliser les outils existants, ou qui savent les détourner, les fine-tuner, mais pas des gens qui vont créer les nouveaux. On ne forme pas des ingénieurs Bac+8. OK.
OK, très clair. En termes de volume à date, combien de personnes est-ce que vous avez formé sur, chacun des parcours pour que notre audience puisse comprendre un petit peu ce que ça représente aujourd'hui? On est sur une moyenne de 20 étudiants par promo. Donc on doit être sur 200 étudiants à Lyon en digital learning. OK, Et on est un tout petit peu moins sur l'IA parce que enfin, on a lancé ça il y a 18 mois. Il y a 18 mois, le métier n'existait pas, donc j'ai galéré à trouver les premiers employeurs. Je me suis arraché pour la prospection. Et il y a 3 mois, là, pour l'autre promo, j'ai eu beaucoup de demandes d'employeurs. Donc je suis pas allé prospecter. J'ai eu 38 demandes d'employeurs qui m'ont rempli un formulaire comme quoi ils voulaient recruter un chef de projet IA. Mais je n'ai démarré qu'à 15. Parce que j'ai eu OK. beaucoup d'abandons d'employeurs, faute de budget, ou c'est pas le bon moment, ou on n'est pas mature, en fait on sait pas quoi lui faire faire. Euh, Ça va demander de l'investissement, parce que je leur rappelle quand même que ils pourront pas tout faire gratos. Et même c'est un investissement aussi en termes de transformation d'entreprise, enfin de changement d'habitude, de process, de logiciels potentiellement internes. Et beaucoup m'ont dit aussi, en fait là, c'est un peu la crise chez nous, et c'est pas la prio de tout transformer. Je suis pas sûr que ce soit un bon choix stratégique, mais en tout cas c'est la réponse qu'on m'a faite. Et donc du coup j'en ai démarré qu'à 15, un peu frustrant, parce qu'il y a une demande latente, pour autant peu de directions qui prennent vraiment en main le sujet. Aujourd'hui, l'IA, c'est presque plus pris en main par les salariés qui font du shadow IA et qui font des trucs dans leur coin, qui apprennent par eux-mêmes, que par la direction qui a une vision de comment accompagner ça, comment faire ça bien, comment mettre en place une vraie logique d'usage intelligent pour gagner du temps ou être plus productif ou plus efficace. Parce que perso, moi, ça me fait pas gagner tant de temps que ça l'IA. Ça me permet d'être bien plus efficace, de faire plus dans le même temps. Mais un exemple con, je suis un grand fan de Gamma parce que je ne vois pas les couleurs, je déteste PowerPoint, je sais pas faire. Gamma me permet de faire des trucs propres et simples, donc des supports de présentation. Et maintenant, je n'arrive plus à un rendez-vous commercial sans présentation. Avant, avec PowerPoint, j'arrivais à poil parce que je n'aimais pas ça, que j'allais y passer 3 heures pour faire un truc moche. Maintenant, je passe 40 minutes sur Gamma, c'est plus efficace, mais c'est 40 minutes que je prenais pas avant. Mmh. Voilà pourquoi Intéressant. pour moi l'IA n'est pas toujours du gain de temps. Mais par contre, ça me permet de faire un peu plus et mes clients sont plus contents. OK, OK, très clair. On a parlé, du type, de personnes que vous formez, de ce qu'ils allaient apprendre, des débouchés. Est-ce que tu peux nous parler, du modèle économique du bahut? Comment ça se structure, économiquement? Ouais, très bonne question, parce que c'est un des piliers clés aussi. C'est de l'alternance. Donc c'est OK, financé par l'employeur et l'OPCO. OK. Point. Il y a peu d'impact des aides publiques, parce que de toute façon, quand t'as 40 piges, t'as plus d'aide, ce que je trouve très injuste, mais c'est comme ça. C'est l'employeur qui compense, parce qu'aujourd'hui, on est plus cher que ce que l'OPCO prend en charge. On est Mmh. un peu plus cher, on n'est pas au prix des écoles de commerce, mais on est à 9 800 euros la formation sur 12 mois. Et bah, ce qui a un peu un impact là, parce que je dis, il y a des employeurs qui me disent on n'a pas de sous, mais c'est pas tant le coût de la formation que merde, faut que je paye quand même quelqu'un au SMIC, et finalement, je suis pas sûr d'avoir les moyens de payer quelqu'un au SMIC non plus. Voilà. Après, ça nous permet d'être peu impactés par les décisions gouvernementales, parce que dernièrement, il y a quand même eu pas mal d'annonces, pas mal de changements. Et je parle pas des contrôles, hein, je parle juste que les règles changent en cours de route. Mmh. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Il y avait trop d'aides, ce qui créait trop d'effets d'aubaine. Et des gens qui étaient pris en alternance, non pas pour être embauchés à la fin, mais parce que ça coûtait rien. Nous, chez nous, ça a toujours coûté un peu cher. Et quand un employeur te prend en tant qu'alternant, bah, c'est pour investir sur toi, en fait. Donc c'est pour ça que alors j'ai regardé, c'est moins que ce que j'imaginais. Mais je suis à 57% qui sont gardés par leurs employeurs à l'issue de la formation. OK, ouais, c'est intéressant, ça, c'est important en effet, ouais. OK, OK, très clair. Après, ça, c'est qu'un bout du business model, très OK, honnêtement. vas-y, Alors, il alors, n'y a pas de explique-nous, surcoût, il n'y a pas de coût caché, je demande rien aux étudiants, parce que moi, je veux que ce soit gratuit pour mes étudiants, et que du mmh. coup, ça donne la chance à tout le monde. Mais, dès le début, j'ai dit et écrit que mon modèle, c'est les anciennes ESC, à l'époque où elles faisaient bien le boulot. Avec une école top niveau, avec des gens incroyables, avec des ambassadeurs qui sont nos alumni, qui sont ultra forts. Et une école accessible pour que ça donne la chance à tout le monde. Par contre, là, on gagnera notre vie. J'ai annoncé ça il y a 5 ans, et c'est plutôt vrai aujourd'hui. C'est sur les programmes sur mesure, les Master Sp, les MBA. OK. Nous, on n'en fait pas, mais anciennement, ce qui était autour de l'ESC, qui était finalement pas trop cher. Moi, il y a 25 ans, 23 ans, 22 ans, j'en sais plus, 23 ans, ça coûtait 6 000 € l'année. J'avais fait 3 prêts étudiants. Ça m'a coûté 300 € à rembourser par mois pendant 5 ans, ce qui était tout à fait faisable en tant Toi, t'avais qu'entrepreneur. étudié à tu fait l'EM Lyon? Exactement. OK. Ouais, je pense que c'est plus ça malheureusement le coût aujourd'hui. Bah, c'est 19 000. Ah, c'est dingue, hein, franchement, Donc,
Plus compliqué, parce que là, tu fais les emprunts pour les 3 années, bah, faut que tu rembourses 1 000 € par mois pendant 5 ans. J'ai vu des chiffres passer là-dessus hier, ouais, Bah, c'est costaud, va hein. créer ta boîte, quoi. Enfin, moi, j'ai pu créer ma Mmh boîte parce que 300 € par mois, c'était jouable. 1 000 € par mois, putain. Va falloir que tu te sortes un sacré salaire dès le début, c'est pas simple, quoi. mh. Donc voilà, moi, je suis plus sur ce modèle d'avant, de l'école pas trop chère, où les étudiants sont payés dès le début, donc tu peux faire une vraie sélection. Parce qu'il y a aussi ce côté important pour moi d'avoir une sélection de gens très bons, à qui je peux garantir, entre guillemets, un boulot. Parce que je suis sûr d'en faire des tueurs. Et par contre, bah, comme ils sont très bons, les employeurs disent: «Ah, mais ce serait cool que tu formes le reste de mes équipes», ou d'autres gens qui ont eu passé nos études en disant: «Bah, nous, j'ai pas d'alternant à prendre, mais par contre, je veux que tu formes tous mes collaborateurs avec votre méthode, votre façon de faire». Et là, alors on n'est pas si cher que ça, parce que finalement, j'ai les prix du marché, on est dans une moyenne haute, peut-être. On est plus cher qu'un freelance, évidemment, mais on n'est pas les plus chers non plus sur le marché. Mais c'est ça qui nous permet de rentabiliser l'ensemble et qui fait qu'on peut s'éclater, faire des plus petites promos quand il y a un peu moins de besoin et qu'on quand même garder notre chiffre d'affaires et continuer à grandir et faire des beaux projets. OK, donc juste pour bien, comprendre, tu as une partie, du chiffre d'affaires qui va être fait, sur le modèle avec, les étudiants et tu fais aussi de la formation auprès des entreprises avec, en «cheval de Troie» entre guillemets, tes étudiants qui te permettent de Exactement. développer à la fois des relations entreprises, d'être identifié comme un acteur majeur sur des thématiques où il y a pas 36 000 personnes qui forment. Alors notamment sur la partie, conception pédagogique, digital learning, c'est une autre affaire sur l'IA. On pourra en parler d'ailleurs de comment est-ce que tu te différencies là-dessus. Mais du coup, tu as un modèle économique qui est double, c'est ça, avec deux typologies de clients que tu adresses aujourd'hui. Alors, il était pas double au début, hein. Premières années, j'ai Ouais. eu que l'alternance. Un, Mhm. pour une question de temps, et deux, une création de marque. Parce que dans les trucs bizarres dont on va parler, j'imagine après, je n'ai pas de commerciaux, je fais pas de prospection. Ok, ben, on va parler d'acquisition juste après, c'est ce qui va intéresser notre audience. Tu fais un bon teaser. Et l'année dernière, on avait des plus grosses promos parce que l'alternance marchait un peu mieux. Et on a fait, c'est une des questions que tu vas me poser aussi, on a fait 800 000 € de chiffre d'affaires sur la partie formation. Ok, 75% via de l'alternance, 25% via la formation B2B. ok, Cette année, on fait toujours 800 000 € de chiffre, mais on fait 50-50. ok, super intéressant. Parce qu'on a Euh, baissé les groupes d'alternance, on a moins d'employeurs. Et je prends pas d'étudiants, je leur demande, je veux pas qu'ils payent. S'il n'y a pas d'employeur, ils viennent pas, point. Parce que ça veut dire qu'ils n'auront pas de job au bout. S'ils n'ont pas d'employeur, ils pourront pas pratiquer. Mais pour autant, heureusement, on a pu compenser par plus de demandes B2B. Ok, on va reparler un petit peu plus tard de la partie acquisition. Ce qui m'intéressait aussi, c'était cette notion de franchise. Alors, je sais pas si tu parles exactement de franchise, mais notamment le développement que vous avez eu dans différentes villes. Je trouve que c'est un modèle intéressant et qu'on voit pas forcément beaucoup, à ma connaissance, dans la formation professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce choix et de ce que ça a impliqué pour vous? Alors, choix ou non choix, je sais pas. Euh, je ne veux pas. Enfin, j'ai 43 ans, je me suis cramé dans des projets. Euh, et mon équilibre pro-perso est super important aujourd'hui. Donc, je suis un gros bosseur, j'adore ça. Mais pour autant, j'ai des limites. Je les ai atteintes plusieurs fois, et donc je ne veux pas retoucher ça. Et clairement, Paris, j'avais énormément de demandes et d'employeurs et de candidats. Ok, L'inconvénient de Paris, c'est que les candidats considèrent que si tu es une bonne école, tu devrais être sur Paris. Et ils sont peu prêts à se déplacer, notamment parce qu'en plus, le loyer parisien sont très élevés, donc c'est compliqué d'avoir son appart à Paris, de venir se former à Lyon. Même si moi, j'en ai quelques-uns des étudiants qui le font, mais très peu, et que j'avais une grosse demande. Et que j'ai rencontré deux entrepreneurs assez dingues, parce que j'ai dû te dire sur LinkedIn, ça, ça fait chier, j'adorerais faire un bahut à Paris, et je peux pas, et j'ai pas vraiment envie de le faire moi, parce que j'ai pas envie de me retrouver à devoir aller ouvrir les bureaux un matin si mon directeur, ma directrice est malade, parce ce qu'on qui est arrive. toutes petites équipes, et je veux pas avoir à gérer ça, je veux le faire gérer par quelqu'un. D'où j'ai trouvé deux entrepreneurs géniaux, Christophe et Laurent, qui m'ont dit, bah nous on est prêts à le faire avec toi. On a notre agence à côté, donc on a déjà les compétences, alors c'était sur digital learning. On- Ils sont venus suivre des cours chez nous, on les a formés à notre méthodo, à notre programme pédagogique, et ils ont vraiment fait comme nous à Paris. C'était incroyable. Avec la même méthode, et toutes les mêmes valeurs, enfin, c'était presque plus accroché aux valeurs que nous, c'était vraiment extra. Ils ont fait 4 promos, 3 promos, 4 promos, et ils ont lâché la main parce que finalement, ça prenait trop sur leur activité tout court, trop de temps, et ils faisaient plus du tout de conception pédale, ils n'arrivaient plus à le faire. Alors, ça leur permettait de bien vivre, mais ils n'avaient pas la taille critique pour pouvoir continuer à faire les deux. Donc ils sont partis faire la conception pédale.
Je suis sûr qu'on se recroisera dans pas longtemps pour reparler d'une question d'école ensemble. Euh, mais ça s'est fait un peu comme ça de, je veux, honnêtement, c'est pas le meilleur plan financier de faire une franchise. C'est ça que je veux partager quand même. J'ai aucun regret. Je continuerai à le faire parce que je ne veux pas, moi, avoir ça à gérer. Pour autant, pour ce que ça rapporte et pour le temps que ça prend, parce que c'est quand même moi qui fais le marketing pour le Bayou Global, je reçois beaucoup, moi, les demandes des employeurs parce que bah, je suis le premier installé sur le sujet et que je me rends visible sur le sujet et que je veux être visible. Donc ça me prend quand même du temps de les aider, enfin, parce que finalement, c'est moi qui fais le call avec l'employeur qui veut un candidat et à qui je dis, bah, vu là où tu es placé, appelle plutôt mes collègues de Paris, je Mmh. leur passe le brief et c'est eux qui vont trouver un candidat. Mais c'est moi qui ai fait un peu stackies pour eux, en partie. Et donc c'est du temps et ça me rapporte pas tant que ça parce que j'ai pas de commission entre nous. Enfin, on a un fixe, un prix fixe par étudiant pour qu'ils utilisent la marque Le Bahut et qu'ils suivent notre programme. OK. OK, très clair. Et c'est comme ça qu'on s'est développé plus par non-envie de grandir. Mmh. OK, très bien. Hem, Parce que c'est un on truc va important, par je suis mauvais manager. OK, ah ouais, bah, c'est bien de le savoir. Alors je sais pas si c'est pas peut-être pas le bon mot. Euh, J'aime produire et je suis pas beaucoup au bureau, donc je suis pas trop là en tant que manager. Ce qui fait que je bosse très bien avec des intrapreneurs. Je leur dis, voilà, on va aller là, t'as un mois, fais comme tu veux, et t'as une liste de tâches sur lesquelles on se met d'accord. Je suis pas là tous les jours à vérifier ce que t'as fait, pas fait. Je laisse beaucoup d'autonomie, de liberté, ce qui peut fatiguer aussi, hein, d'ailleurs, les collaborateurs, ce qui fait que moi j'ai un peu plus de turnover que dans l'agence. Je vais avoir des gens qui changent tous les 4 ans parce que bah, envie de faire autre chose, voire envie de créer leur propre boîte, vu que je les ai mis dans une position d'entrepreneur. Ils sont entrepreneurs, mais à diriger, ouais, tu peux avoir une équipe de 5, 6 entrepreneurs. Au-delà, ça devient compliqué. Ça demande du temps et une envie de le faire. Et moi, j'aime pas ça. J'aime pas être au bureau, j'aime être chez les clients, j'aime produire, j'aime être dans mon coin. Pas nécessairement les accompagner eux. Donc je leur donne les libertés de faire, mais pas nécessairement leur dire comment faut faire, parce que je suis pas sûr d'avoir la meilleure façon de faire moi. OK. On reviendra un petit peu, plus tard sur l'équipe, à quoi ça ressemble en termes de structuration. Je voudrais maintenant qu'on parle, d'acquisition. Alors, il y a une spécificité avec, ce type de structure, c'est que tu as, il me semble, une acquisition qui est double. C'est que d'une part, tu dois aller chercher des étudiants, mais tu dois aussi aller chercher des entreprises. Moi, j'avais travaillé sur, le lancement, d'une école qui s'appelle Cybersup et c'est vrai que je m'étais rendu compte que c'est du taf d'aller chercher les étudiants, mais ensuite, il faut le trouver des entreprises pour les matcher. Donc je pense que c'est assez intéressant d'échanger sur ce modèle spécifique. Est-ce que tu peux nous parler de, lorsque tu as lancé le Bahut, donc sur la partie pédagogie, comment est-ce que tu es allé chercher, alors d'une part tes premiers étudiants, mais aussi les premières entreprises qui ont accepté de collaborer avec ces étudiants? C'était le plus simple et le plus naturel. Euh, Entreprise, c'était nos clients, parce qu'en fait, on a lancé l'école aussi parce que nos clients nous disaient, on a besoin de quelqu'un à plein temps. Vous êtes trop fort, Sido, pour faire des projets, vous nous faites des trucs incroyables. On a aussi besoin de quelqu'un pour maintenir notre LMS, pour animer notre comité d'apprenants, pour nous créer des formations simples, ce qu'on ne sait pas faire chez Sido. Alors peut-être que tu recontextualises qui est Sido, moi je le sais, mais pour notre Pardon. audience qui ne le saurait pas. Sido, agence de conseil en pédagogie, qui compte une vingtaine de salariés et qui produit des formations présentielles, distancielles, hybrides, canonissimes, en étant agnostique d'outils, beaucoup de sur-mesure. Et on a donc, du coup, on bosse sur des beaux clients pour des formations généralement stratégiques, où ils ont vraiment besoin de mesurer l'impact à la fin. OK. Mais pour autant, il y a des formations parfois réglementaires où il faut qu'elles existent, pas besoin qu'elles soient très jolies, on s'en fout, il faut juste que les gens les suivent, point. Et là, Sido, on sait pas trop faire, parce qu'on va se prendre la tête, on va être un peu cher. Et donc les clients nous disaient, on sent qu'il faut digitaliser, on a besoin de quelqu'un à plein de temps. Est-ce que vous voudriez pas nous louer un petit Sido là, pour 6 mois, le temps de lancer la dynamique? Et nous, on voulait pas devenir une ESN. Et donc j'aurais dit, bah, je vais créer une école pour vous former des mini Sido. Voilà aussi comment c'est né en partie. Sur notre expertise, et c'est nos consultants, nos chefs de projet, nos graphistes qui vont former ces mini Sido, avec vraiment notre méthode, notre façon de faire. Plusieurs avantages à ça. Donc j'avais les ressources internes, et ça a surtout ultra valorisé les gens en interne, qui se rendaient pas compte à quel point ils avaient une expertise folle sur le marché. Parce que comme ils bougent peu, il n'y a pas de turnover, ils sont là depuis 10 ans en moyenne, bah, ils savent même plus qu'ils sont génialement bons. Et là, ça leur a permis de se rendre compte qu'ils apportaient vraiment quelque chose et de voir des gens qui avaient envie d'apprendre auprès d'eux. Donc les premiers employeurs, c'était nos clients. Aujourd'hui, c'est des gens qui nous suivent sur les réseaux, suivent notre newsletter. On a une belle newsletter avec 35 000 abonnés sur Substack.
Super. Et aussi, alors, donc c'est via ça, plus nos alumni qui partagent une belle image de l'école et ou des employeurs qui parlent entre eux en disant bah putain, j'en ai trouvé, ils sont vraiment bons, ils sont au bahut. Donc la prochaine fois que tu cherches quelqu'un, ne pose pas les questions, prends quelqu'un du bahut. Donc bouche à oreille et après. Donc non, sur Digital Learning, je prospecte plus. Sur IA, j'ai commencé, je peux te raconter comment j'ai fait. Côté Mmh. candidat, première promo, pareil, entre les gens qui nous suivaient, plus notre newsletter, on a eu 800 candidats pour 25 places. Ça, c'était sur la partie pédagogie, c'est ça? Ouais, sur la partie PEDA, ouais. OK, ouais, 800 candidats, c'est nice. C'était quand Euh, ça? En 2020, pardon, OK. pour la promo de septembre 2020. En juin, ouais, on a eu un nombre de candidats hallucinant. Aujourd'hui, on a toujours entre 100 et 200 candidats par promo pour 20 places. OK. Sur l'IA, pareil, on a à peu près 100, on est 142 candidats à la dernière promo pour 20 places. Sachant que 142 candidats qui sont allés au bout du process, qui sont bien dispo pour du présentiel, qu'on fait tous nos tests qui sont longs et chiants, je préviens. Mais c'est un des moyens de vérifier s'ils sont vraiment motivés, s'ils ont envie d'aller au bout, et de nous de vérifier s'ils ont les compétences soft skills de base pour y arriver. Et comment on les trouve? Bah, c'est beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup newsletters, plus depuis maintenant quand même 2 ans, ils nous aident énormément, et merci à eux, ils font un super boulot. France Travail. Je OK. fais 2 webinaires avant chaque promo. Là, sur le prochain, je crois que j'ai déjà 350 inscrits. Alors, j'aurai pas 350 candidatures, hein. Je vais peut-être en récupérer 20, 30, 40. Sur l'eau, il y a un tiers peut-être qui sera intéressante. Parce que entre ceux qui viennent au webinaire parce qu'ils pensent que c'est obligatoire, tu sais, quand tu es demandeur d'emploi, tu reçois un truc qui dit tiens, il y a une nouvelle formation qui est gratuite, qui te garantit un job, et c'est envoyé par ton conseiller, tu dis bon, peut-être qu'il faut que j'y aille quand même, pour montrer que je cherche un peu. Donc il y a aussi ces profils-là, mais il y a aussi des gens incroyables. Franchement, ça m'a aussi changé d'image là-dessus, où tu as des gens qui sont à France Travail, qui suivent qui se font accompagner et qui sont très bons. Mmh. Et qui, entre guillemets, méritent qu'on leur donne un coup de main pour retrouver de l'emploi. Et qui sont pas juste des touristes et qui ont vu de la Mmh. lumière. Bien sûr. Donc voilà, ça, donc là j'ai 300 personnes, je vais avoir peut-être 20, 30 candidats ou 40 candidats. À nous de sélectionner derrière, de faire des entretiens, enfin, de faire tous les process plus les entretiens. Et on en fait généralement 2 avant chaque promo pour avoir une masse critique, je dis autour de 30 candidats pour qu'il y en ait 20 qui démarrent à la fin. OK. OK, très clair. Donc tu vas avoir, cette notion de bouche à oreille qui est importante. Vous aviez des actifs quand même, tu parles de newsletters, de personnes qui vous suivaient sur les réseaux sociaux et tu as aussi le partenariat. Alors c'est peut-être un grand mot partenariat, mais en tout cas le soutien de France Travail, qui vous permet d'aller, générer, des candidats potentiels via des webinaires et ça, je sais qu'on l'avait fait aussi avec Grosse Tribe. C'est vrai que c'est un levier. Il y a une fois, on avait 800 inscrits. C'est un levier qui est très puissant. Hem, Après ça demande un peu de Attention, «lobbying» entre guillemets, quoi. ouais, c'est pas nécessairement gratuit. Nous, c'est parce qu'on garantit un job, donc on va le sortir du marché, enfin du chômage. Mmh mh. Et donc ça les arrange aussi. Donc ils nous demandent quand même des stats, on a un peu de reporting à faire. Et si c'est juste une école avec un diplôme et que vous montrez pas une insertion élevée, c'est pas dit qu'ils le fassent très souvent. Mmh Nous, mh. ça fait 5 ans qu'ils nous accompagnent parce que bah, on sort nos stats d'insertion qui suivent nos candidats, qui voient qu'il y a un taux de satisfaction très élevé et du boulot. Mmh mh. Donc ouais, c'est pas un service offert à des entreprises, ce qui est normal, hein, Bien sûr. parce que c'est de l'argent public, entre guillemets, qui passe à chercher ces candidats, parce que c'est pas, ils envoient pas tous les candidats de la région. Ils font quand même un pré-filtre Oui, il y a une un- segmentation en effet. qui est quand même bien faite, et ils sont présents lors de webinaires. Enfin, franchement, c'est du boulot de leur côté aussi, et vraiment, encore merci, parce que je trouve ça cool qu'ils fassent ça. Mmh mh, c'est bien. Alors sur la partie pédagogie, vous aviez, des actifs qui ont été, je pense un peu des avantages concurrentiels, qui étaient qu'il y avait déjà une clientèle existante sur Sido, que vous aviez une newsletter, que vous aviez une présence sur les réseaux sociaux. Sur l'IA, tu avais peut-être un peu moins d'actifs, à exploiter. Comment est-ce que ça s'est passé pour aller chercher les premiers clients et comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Peut-être une logique un petit peu différente? Bon, on s'est, nous, quand même positionné vite pédagogie plus IA. Nos formations, c'est IA et pédago. Enfin, on apporte ça auprès de boîtes de formation principalement. Sachant que c'est parti de mon collègue génial, Yuri Min, qu'on a embauché à peu près en septembre 2020 pour faire une thèse sur comment améliorer l'engagement dans le e-learning. Son hypothèse a été de mettre des agents type Adibou dans les e-learning pour nous guider, pour répondre aux questions, pour nous faire des quiz à la volée, après une vidéo par exemple. Sauf qu'en 2020, c'était très compliqué, très très cher à faire, que novembre 2022, GPT est arrivé,
Et pour lui, ça a été une révolution complète. Il a plongé dedans, il s'est noyé dans le sujet, et il est devenu un des experts français de l'IA pour la formation. Donc on avait quand même un début d'image sur l'IA. Et après, c'est un entrepreneur, on aime les défis tous les deux. Moi, il me faisait des choses vraiment dingues. Et je lui dis, putain, c'est con qu'on partage pas tes connaissances à des étudiants, parce que je suis sûr que ce sera des jobs dans les entreprises demain. Et on y allait un peu comme ça en disant, bah allez, on se donne 6 semaines et on lance l'école. Donc là, je suis allé prospecter quand même, parce que j'ai pas trouvé les employeurs tout de suite, parce que j'ai beau l'avoir annoncé sur LinkedIn, un chef de projet IA, déjà, enfin, c'est un terme qui n'existait pas presque il y a 18 mois, comme Digital Learning Manager il y a 5 ans. Donc il a fallu trouver un nom qui soit assez englobant pour qu'il puisse être aussi bien formateur que potentiellement concepteur de POC ou accompagnateur de la transformation IA. Et là, j'ai quand même prospecté dans des boîtes de logiciels de la région, des boîtes qui gagnent de l'argent, plus des OF qui s'étaient formés chez nous sur ces sujets-là en disant, bon, c'est cool, tu as eu une sensibilisation, mais si tu veux vraiment passer à l'échelle, prends-nous quelqu'un. D'ailleurs, par exemple, là, on a une école, ça peut paraître fou, hein, de pâtisserie qui fait du distanciel à Paris, que j'avais formé sur le sujet. Et le boss m'a rappelé 1 an après la formation en me disant, bah, en fait, cool tout ce que tu as mis en place, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin, j'ai besoin de quelqu'un de dédié, qui nous a pris une alternante IA, qui leur a déjà créé un premier chatbot, là j'ai vu, pour apprendre enfin, qui a créé des personas de demande de cake design pour des mariages, pour leur apprendre à poser les bonnes questions et à savoir présenter le meilleur cake design en fonction du persona qui a été imaginé par cette conceptrice. Et trop content qu'ils arrivent là-dessus, parce que pour moi, il y a vraiment plein de choses à faire dans le monde de la formation et de l'IA. Donc on a quand même beaucoup d'employeurs dans ce monde-là, qui est notre premier réseau, plus des agences IA, parce qu'elles ont besoin de formateurs, de consultants en plus maintenant, enfin, quelques PME qui prennent le virage et qui disent, on voit qu'il se passe des choses, mais on n'y comprend rien, on a besoin de quelqu'un pour gérer un peu ça. OK. Mais c'est bien plus lent que ce que j'imaginais. Je pensais que ça prendrait plus vite et que les boîtes diraient, bah ok, si t'as quelqu'un qui est bon, je te le prends parce que j'en ai besoin, quoi. Et pour l'instant, on n'en est pas là. Ouais, c'est le début, ouais. Sur la prospection, comment est-ce que tu t'y es pris? C'est du email, LinkedIn, téléphone, tu vas taper à Assez la porte? ciblé, OK. assez ciblé via réseau LinkedIn. C'est qui les boîtes qui sont dans un groupe autour de réflexion autour de l'IA Mmh. ou des boîtes qui sont dans le numérique, je dis, via par exemple Digital League, qui est un cluster dans la région. J'ai pris des boîtes que je connaissais où j'ai des gens de contact niveau 1 sur LinkedIn en disant, bah tiens, on s'est déjà croisé, là je lance une promo là-dessus, est-ce que ça peut vous intéresser, dispo pour en discuter. Donc quand même très ciblé, j'ai pas fait du mass du tout, pas fait de quanti, parce que je voulais une réponse. Ça n'empêche que certains ont cru que c'était de l'automatisation, parce qu'aujourd'hui on est tellement, on en reçoit tellement que certains m'ont dit, mais Mmh. en fait je t'ai pas répondu parce que je croyais que c'était un mail automatique. Je suis bah non, en fait je t'ai envoyé un vrai message, parce que du coup je relançais quand même aussi, mais plutôt à la main, parce que j'avais pas besoin d'en contacter 500 non plus, hein. Avec Ouais. 60 boîtes, j'allais en trouver 15 qui allaient me dire, bah ok, ça m'intéresse d'en savoir plus. Ouais et puis la segmentation est ultra importante, dans la prospection. Vaut mieux en effet contacter, 50, 100 boîtes que faire, un truc, grosse maille où on va contacter des centaines de boîtes et de toute façon, en effet, aujourd'hui, il y a une surexposition aux messages de prospection qui fait que les gens, ils ont un radar, où tu dis: «Ouh là, pourquoi il m'ajoute celui-là? OK, qu'est-ce qu'il veut?» et Plus j'ai une c'est là question, où un problème de temps. Alors du coup, j'ai même pas ajouté des gens, c'est vraiment des gens dans mon réseau, donc j'ai la chance d'avoir mmh. beaucoup de gens dans le réseau déjà. Parce que je voulais pas qu'il y ait ce risque qu'ils acceptent pas ou qu'ils aient pas envie. Et moi, je pouvais pas assurer 100 rendez-vous sur les 4 semaines avant la promo, Ouais. parce que j'anime des formations, puisque j'ai d'autres choses aussi à faire. Donc, il valait mieux que ce soit très ciblé sur 20 personnes qui étaient vraiment intéressées, plutôt que d'avoir plein de curieux qu'il faut qualifier. J'avais pas ce temps-là. Donc, c'est un temps que j'aurais peut-être pu déléguer, hein, mais Mmh. que j'ai choisi de pas faire. OK. Et après, j'ai besoin de les connaître un peu, ces employeurs. Il y a un côté quand même confiance aussi, de bien comprendre les missions qu'ils veulent proposer, que ce soit pas un effet d'aubaine, et que ce soit pas un guet-apens ou un traquenard pour mes étudiants. Parce que ils sont fragiles quand ils arrivent chez moi. Je te l'ai dit, ils ont pas confiance en eux. On leur a jamais dit qu'ils étaient bons. Et ils peuvent facilement se faire briser. Alors, on a la chance d'avoir 5% de taux d'abandon sur nos formations. Donc, une personne par promo de 20, généralement, qui abandonne. À chaque promo, on a eu un abandon. Pourquoi? J'en sais rien. Mais à chaque fois, on a eu un. Enfin, si, je connais les raisons de chacun. Mais pourquoi une personne à chaque fois? Euh, mais pourquoi si peu? C'est aussi parce que les employeurs sont bien choisis, que je les connais, qu'ils ont pas envie de me faire de crasse. Il y a un truc de. Ils savent que je me suis mouillé, que j'ai fait bien mon boulot, que j'ai fait une bonne sélection, mais parce qu'on a créé une relation de confiance. C'est pas seulement des Mmh. gens que j'ai prospectés en disant j'ai un étudiant, prends-le, tu vas voir, c'est génial. On est dans un.
on est dans un écosystème et ces gens-là, on se croise. Alors, peu physiquement, parce que moi, je suis peu présent dans les événements, je suis très mauvais pour ça et j'aime pas ça. Mais on se croise sur LinkedIn et sur la newsletter ou via des listes d'emails dans lesquelles on est, quoi. OK. Alors, intéressant que tu parles de LinkedIn, je voulais le mentionner. Toi, tu es, relativement visible sur LinkedIn. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as atteint ce niveau de visibilité et qu'est-ce que ça apporte à ton activité? Beaucoup moins que ce que les coachs LinkedIn veulent bien raconter, parce que j'ai quand même 78 000 abonnés, je crois. Notre page, Le Bahut, on a 9 100, je crois, j'ai regardé ce matin, je crois. Pourquoi? Parce qu'en 2017 à peu près, j'ai été mis en avant par LinkedIn dans les 3 profils à suivre. On a ça sur la home. Généralement, on a Macron, Jean Covici et Michel-Édouard Leclerc. Bah, il y a eu Sylvain Tillon un jour, pendant une semaine, et j'ai reçu 8 000 invitations en une semaine. Ah ouais. J'avais à peu près 4 000 contacts, je suis passé à 12 000, parce que à l'époque, j'acceptais tout le monde, ce que je ne referais pas aujourd'hui. Et à partir de ce jour-là, je me dis, tiens, parce que j'étais presque plus sur Facebook, moi, à titre pro, où je partageais ce que je vivais dans ma boîte et mes aventures. Et je me dis, bah, tiens, j'ai quand même 12 000 personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que je raconte. Je vais m'efforcer à faire un post par semaine pour partager des trucs sur ma vie, ma boîte, mes aventures pro. Donc je me suis créé un personnage où je parle pas de ma vie de famille, je parle pas de mon sport, de ma passion pour la bouffe ou le vin. Je parle boulot, mais en essayant d'avoir un angle d'expérimentation, d'innovateur ou de personnes qui fait les choses potentiellement un peu différemment, mais qui partagent en toute transparence ce qu'il fait. Sans obligation de faire, parce qu'il y a des semaines où je publie pas, parce que j'ai pas d'idée, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas envie, parce que c'est et du temps à rédiger, parce que j'ai rédige, je fais pas faire ça par IA. Je peux Mmh. parfois me faire aider par IA pour qu'il me réécrive ou qu'il me pose des questions pour voir comment le rendre plus intéressant. Mais c'est pas l'IA qui rédige à partir d'un prompt. C'est quand même moi qui pose mes idées. J'aime garder ce truc-là. J'aime écrire en fait. Moi, c'est un peu Mmh. mes mémoires en plus LinkedIn. Je partage mes idées et parfois, c'est aussi un moyen de lancer un débat pour construire un peu plus ma réflexion sur un sujet. Donc c'est du temps à rédiger et c'est du temps à suivre parce que bah, j'ai la chance du coup depuis 2017 d'avoir pas mal de réactions sur mes posts. Et en fait, ça fait partie du boulot que de répondre aux commentaires, que de répondre aux messages privés, que de faire vivre ce réseau-là. Donc j'ai joué ça depuis 2017 et c'est monté un peu organiquement, parce que j'ai jamais Mmh. fait d'automatisation particulière dessus. Aujourd'hui, je suis à 78 000, ouais, je dis ça à titre perso. Mais où en plus, je brouille un peu le message en ce moment, je me rends compte, enfin depuis 5 ans maintenant, parce que j'ai aussi lancé une association qui s'appelle C'est vrai ça, qui lutte contre la désinformation, qui vérifie ce qui est raconté sur LinkedIn. On a 110 000 abonnés, donc c'est cool, mon asso a plus d'abonnés que moi. Mais où je vais beaucoup intervenir sur ces sujets, parce que ça me touche énormément. Et parfois, peut-être que je brouille un peu les messages, c'est quoi mon job vraiment? Est-ce que c'est juste d'être un petit con sur LinkedIn ou est-ce que c'est d'être un directeur d'école? Je suis pas sûr que ce soit clair pour tout le monde. Mon vrai job, c'est directeur d'école, c'est celui-là qui me paye. Mais j'avoue que je passe mes nuits, mes week-ends, mes pauses à vérifier de l'info et à troller un peu. J'adore ça. Je vois ça. Il est régulièrement, je vois c'est vrai ça dans les posts. Je voulais aussi qu'on parle, d'un dernier élément sur la partie acquisition, c'est la notion de recommandation. Aujourd'hui, tu commences à avoir, un petit peu de volumétrie sur tes apprenants. Est-ce que tu vois, aujourd'hui, de plus en plus de recommandations qui viennent à la fois via des apprenants que tu as placés, via des entreprises dans lesquelles, ces apprenants ont été placés ou via des gens de ton réseau? Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est important pour le bahut? Attends, je voulais juste revenir un truc sur Je LinkedIn t'en prie. où, malgré cette visibilité, malgré des posts qui font, je sais pas, 150 likes en moyenne sur l'année, j'ai pas tant de demandes entrantes. Enfin, j'en ai pas 3 par jour. J'en ai. J'ai aussi des gens qui. Enfin, il y a aussi une audience silencieuse qu'il faut accepter. Ou quand tu vas en rendez-vous, quand tu appelles quelqu'un, tu dis ah, tiens, j'ai eu ton dernier post, j'ai trouvé ça très cool. Il a généralement pas laissé de traces. Mais pour autant, ça crée ce lien. Je suis, moi, en plus, je suis assez mauvais dans les liens sociaux dans la vraie vie. Et LinkedIn me permet de garder contact avec des gens, de partager notre façon de faire, de partager des idées, des valeurs pour voir si on est aligné et si on a envie de travailler ensemble. Mais je ne génère pas mes 10 cas de chiffres par jour grâce à LinkedIn, loin de là. Voilà, je voulais juste redire ça, où ça participe vraiment au truc, mais c'est presque plus du marketing, d'être présent, de Ouais, montrer tout que à tu es fait. là, plus que de générer du lead à court terme. Il faut accepter que ça prendra du temps, ou ça m'en génère, hein, mais pas ce qui est parfois annoncé par certains. Mais parce que j'ai pas non plus une action de push. Je suis en pull uniquement, enfin je reçois et
je pousse peu de choses. OK. Et je vais pas dans les messageries des gens pour leur partager que je fais des formations ou autre. Et ta deuxième question, c'était? La recommandation, est-ce qu'aujourd'hui tu vois de plus en plus de recommandations suite, aux différents apprenants que vous avez formés d'une part, qui sont placés aussi en entreprise, des entreprises avec qui vous allez collaborer? Si on prend par exemple, à la fois côté apprenant et côté, entreprise, est-ce que tu as une idée à peu près du pourcentage qui viennent via, bouche à oreille ou recommandation? Si tu l'as pas, c'est juste, échanger un peu sur cette notion de recommandation, ce que ça implique aujourd'hui, pour, le bahut. Tu as parlé tout à l'heure de cheval de Troie et je crois que c'est le bon terme, c'était l'idée de départ. Hem, alors non pas que ce soit pour gagner la guerre, juste pour placer des gens qu'on a très, très bien formés et qui ont envie de rebosser avec nous en plus. Donc et en plus, c'est marrant parce que c'est un enjeu de qualité super important sur la formation, où faut pas juste qu'ils aient un job à la fin, il faut en plus qu'ils en soient ultra satisfaits et qu'ils se soient fait éclater par leur formateur. Mmh mh. Pour qu'ils disent eux un jour: «Bah tiens, si je veux faire un complément, bah, c'est Sido que je vais rappeler». Ou si mon collègue a envie de se former, faut absolument qu'il aille voir Sido et le bahut. Et ça, c'est vraiment, alors c'est un stress aussi, hein, parce que ça t'oblige à avoir un niveau de qualité qui est maximal tout le temps. Mais je sais pas faire autrement. C'est ce que j'aime et ça porte ses fruits, parce qu'aujourd'hui, les appels viennent, bah, si on n'a pas de prospection, uniquement de notre newsletter où on partage des contenus et on montre notre savoir-faire et de nos anciens, ou des recommandations des anciens employeurs. OK. OK, trop bien. Bah, écoute, je pense qu'on a pas mal échangé sur la notion d'acquisition. Je voulais aussi parler de, Mais tout la ça prend du structuration. temps, hein. Attention, c'est Ouais, cool, bien sûr. mais la boîte Sido a 17 ans, donc je suis pas parti de zéro quand j'ai créé le bahut. Et moi, le bahut, pendant 3 ans, j'ai pas eu de demande entrante de formation, ou très peu. Mmh mh. Maintenant, j'en ai tous les jours ou presque, mais c'était pas le cas. Parce que OK. voilà, c'est un choix long terme et pas non plus hyper croissance, parce que c'est assez mesuré. On est aujourd'hui 6 dans l'équipe, Mmh mh. bahut, plus 20 chez Sido. Donc je peux aussi compter parfois sur des Sido quand il y a besoin de surplus. On n'externalise rien, on sous-traite pas. Enfin, on sous-traite pas, on ne demande pas des freelances d'aller à notre place en formation. Mmh mh. On ne part que sur les sujets qu'on maîtrise nous et sur lesquels on a notre façon de faire. Et ouais, on montera peut-être à 10, mais j'irai pas au-delà parce que je te dis, de toute façon, j'ai pas envie de manager, j'ai pas envie de gérer tout ça. Et ce que j'aime, c'est qu'on garde du temps. Et en plus, on a des trucs où on se limite à 3 jours max de formation par semaine, par Mmh mh. personne, Ah, pour garder sinon du temps c'est de veille, pour garder des moments d'éclate, d'autres projets. Et on va pas chercher à optimiser le taux d'emploi de chacun de nos collaborateurs, quoi. Enfin, le mmh mh. taux de chiffre d'affaires de chacun. Alors tu me fais une belle transition en parlant un petit peu de l'équipe. Comment est-ce que vous vous structurez aujourd'hui en interne? Quels sont les différents profils qui font partie de l'équipe et leurs responsabilités? Alors ça a un peu bougé, hein. J'ai lancé l'école avec Rachel Lafaille, une nana géniale, intrapreneur aussi. On était 2 entrepreneurs à lancer ça et à partir dans ce pari fou. Aujourd'hui, c'est structuré un peu différemment parce que déjà on a 2 sujets, donc on a 2 directrices de promo, on va dire. Mmh mh. Enfin, c'est des femmes, mais 2 directeurs de promo, qui font les sélections de candidats, qui même maintenant gèrent, les demandes d'employeurs et qui gèrent les demandes entrantes pour la formation B2B. Ils sont vraiment, des vrais DG de leur sujet. Moi qui suis sur la partie market, plus j'anime des formations et j'ai un formateur quasi full-time, enfin full-time à 3/5 quand il y a des semaines pleines, mais on fera pas plus que ça, et un autre qui est, mix dev IA plus formateur IA. Et là, j'en ai embauché un troisième formateur IA plus marketing un peu avec moi, et j'en aurai probablement un quatrième, mais c'est des mix, formateurs plus autre chose. OK. Anto, c'est un jeune docteur aussi, il a fait une thèse en sciences cognitives. Là, il a fait un livre blanc incroyable sur l'IA et l'éducation. En formation, il s'est pointé, les gens l'avaient imprimé pour lui demander de le signer, quoi. C'était ouf, t'imagines? Mmh mh. Dans une grosse, grosse boîte à Paris. Putain, j'imaginais pas, on l'a même pas nous imprimé, donc faut que je l'imprime, parce que je vais faire le Learning Tech en janvier et je vais l'imprimer pour le donner. Mais ce livre blanc, il l'a passé en temps homme, je pense, une vingtaine de jours, quoi. Il est dense, il y a du taf. Alors, il s'est fait aider d'IA pour le rédiger à la fin, mais ses recherches dessus, c'est vraiment balèze et passionnant. Enfin, moi, je trouve ça génial à lire. Mais voilà, on accepte cet investissement market pour que les gens le disent en disant, bah ok, sur l'IA à l'éducation, eux, c'est pas des gens qui disent que l'IA va remplacer les profs. Pour autant, ils disent pas que l'IA c'est de la merde. Ils sont nuancés, c'est basé sur de la science, c'est cool. J'ai envie de bosser avec eux. Voilà le positionnement qu'on veut avoir et sur lequel on se bat, mais qui demande du temps de veille. Mais après, c'est ce que j'aime moi, donc OK. OK, très clair. Donc pour synthétiser, tu as
sur chacune des structures, tu as un DG et tu as des gens qui font de la formation, mais qui font pas que ça. C'est-à-dire qu'ils vont aussi faire du contenu, du marketing, et être un peu transverse en Et interne, parfois pour des projets pouvoir, fun. Yuri qui s'est amusé à développer Sidonie, qui est une IA pour co-animer des formations présentielles tout seul, mmh une IA donc conversationnelle mais orale, que tu peux appeler pour qu'elle lance une vidéo, qu'elle lance ton support, qu'elle lance un quiz que tu as préparé, mais que tu peux aussi appeler pour qu'elle réponde aux questions des étudiants si tu n'as pas su expliquer ce qu'était un RAG et qu'ils n'ont pas compris et que tu n'arrives pas à trouver la bonne image pour l'expliquer, bah tu lui dis Salut Sidonie, j'ai une question pour toi, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est un RAG? Et elle prend la parole. Donc on s'est développé ce genre de choses, ça a été un peu de temps aussi. Et pour l'instant, c'est pas un produit, c'est un truc pour nous qui nous fait marrer, qui nous différencie. Et une sorte de travail de recherche qui faisait marrer Yuri, parce qu'il voulait travailler sur des trucs un peu denses, un peu costauds. Et que OK. c'est ça qui fait que lui il s'éclate à faire tant de la formation et des gros projets comme ça. OK, super. Je voulais aussi, maintenant qu'on a parlé de l'équipe, qu'on parle un peu des outils que vous utilisez en interne. Toi, je sais que tu as bossé dans le SaaS, qu'il me semble que tu dois tester pas mal d'outils. Tu parlais de Gamma. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de stack d'outils que vous utilisez et peut-être que tu voudrais faire découvrir à notre audience? Airtable, nous, pour tout ce qui est formulaire candidat, suivi candidat. Fireflies pour l'enregistrement des visios, et ça va dans Airtable pour compléter ce qu'on a comme info sur le candidat. Donc Fireflies, qui est l'enregistrement de visio agnostique, qui peut aller sur Teams, Zoom, Meet, enfin, parce que c'est bien quand t'as que du Meet, mais comme moi, je dois travailler avec des employeurs qui parfois n'ont le droit de travailler que sur Teams, j'avais Mmh. besoin d'un outil qui allait partout. Euh, Digiforma pour la gestion de la formation, on a automatisé pas mal de choses aussi. Ou par exemple, on s'est créé un outil de suivi et relance de factures qui est lié à notre compte bancaire. Et notre RAV gagne un temps fou parce que en formation, il y a plein de petites factures entre le reste à charge, l'OPCO, le machin. Mmh. Et elle a un suivi vachement plus clair qu'on sait vibe coder. On sait aussi vibe coder un outil de matching pour m'aider, enfin pour aider maintenant les directeurs, directrices de l'école. Mais à l'époque, pour moi, où j'ai pas une mémoire infinie, j'ai beaucoup de promos, trop, et j'avais parfois du mal à trouver les 3 meilleurs candidats de façon la plus objective possible à présenter à chaque employeur. Et donc cet outil tape dans nos 2 bases Airtable candidat-employeur, et sur chaque nom d'employeur, j'ai un petit bouton matching dans lesquels on a mis, nous, nos critères, l'éloignement géographique, la connaissance du secteur, le niveau technique, les formes de management souhaitées, et je sais plus quoi, je sais plus quoi. Et ça nous sort les 5 candidats dans la base qui correspondent le mieux en termes de pertinence à cet employeur par rapport à ce qu'on sait de lui et ce qu'on sait de nos candidats. Moi, sur ces 5, je choisis les 3 que je veux lui présenter, parce que je les connais, parce que ça se trouve, il y en a un qui a déjà vu 4 employeurs, ça sert à rien de le représenter une nouvelle fois. Et ça m'écrit un laïus de pourquoi j'ai pensé à Ahmed, pourquoi Julie et pourquoi Damien. Chose que je faisais souvent à l'oral, parce que j'arrivais à leur dire, putain, je pense à lui parce qu'il a fait ça et ça peut être trop cool. Mais à l'écrit, je prenais pas le temps parce que j'en ai trop. Des mises en relation, j'ai compté à peu près, hein. Pour faire une promo de 20, c'est 120 mises en relation. Ouais. Enfin, 120 présentations de candidats. Et donc ouais, non, j'arrive pas toujours à le faire. Donc là, l'IA me le fait, donc je vérifie, j'ai la main dessus. Et après, j'ai tout le tableau, j'ai tout mon Kanban de suivi de à quelle étape ils en sont, à quel endroit je les perds, à quel endroit je gagne, etc., etc. Donc ça, on sait coder ça aussi, par exemple. Et bon, Gamma pour faire mes présentations. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme outil? Ouais, Fireflies Gamma plus Claude. Aujourd'hui, je suis reparti sur Claude que je trouve bien plus intéressant, puissant, moins feignant. Sur Juste. l'édito, c'est vraiment puissant, je trouve. Sur l'éditorial, il est Mais même costaud. là, sur mon enquête d'insertion, j'ai fait GPT Claude Gemini. GPT, bon, c'est un branleur, pardon pour le terme. Gemini m'a mis des erreurs, je lui ai demandé de vérifier, il m'a rajouté d'autres erreurs, quoi. Par contre, il était mieux pour justifier, enfin pour analyser ou justifier à l'écrit chacun des chiffres, mais malheureusement, ils étaient faux. Là où Claude, j'ai vérifié la main, c'était nickel. Alors je lui ai demandé d'être un peu plus verbeux pour un peu plus mettre de texte et d'explication derrière chacun des chiffres. Mais non, aujourd'hui, je suis de nouveau sur Claude. Et ces 3 outils, je serais prêt à payer un peu plus cher s'ils devaient monter parce que je saurais plus m'en passer. Mmh. OK, très clair. On arrive sur la fin de ce podcast. Si tu devais partager un conseil à un dirigeant d'organisme de formation qui veut accélérer sa croissance, qu'est-ce que ce serait à ton avis? Penche-toi sur les publics en reconversion. Euh, Il y a des métiers qui disparaissent, c'est vrai, c'est assez factuel. Moi, je reçois beaucoup de jeunes, de développeurs juniors, de traducteurs, de voix off, de gens qui faisaient du sous-titre, et d'autres. Et aussi ceux qui n'existent pas. J'avais regardé, on forme 20 000 responsables de com en trop par an par rapport Mmh. aux offres d'emploi qui existent sur ce métier-là. Donc des gens qui vont devoir se reconvertir, même jeunes, plutôt que d'aller bosser sur des jobs qui n'étaient pas pour eux.
et qu'il y a un vrai marché là-dessus. Alors c'est un marché différent, peut-être un peu plus exigeant, mais tellement plus intéressant, parce que tu as des gens qui sont ultra motivés et ultra responsables quand il y a une information. Et pour moi, il y a presque un truc à jouer sur des boîtes qui ont des expertises sur des secteurs pour créer leur école. Alors non pas l'école L'Oréal pour embaucher tous les gens, mais l'école d'une boîte qui... Ces gens vont partir ailleurs, donc c'est une nouvelle BU, c'est un business de former des gens de très bon niveau, qui ont déjà un réseau, comme nous on avait, et ça fidélise et ça valorise les collaborateurs, un truc de fou. Je sais que nous, c'est un des trucs qui ressort tous les ans lors des entretiens annuels, c'est qu'ils sont trop fiers d'être intervenus, même une journée dans l'année, mais d'avoir partagé ce qu'ils faisaient, d'avoir montré leur job, d'avoir partagé leur savoir-faire. Ça, on se rend pas compte à quel point c'est cool pour un collaborateur qui fait complètement autre chose au quotidien. Mmh. Donc voilà, c'est tenter ce lobbying-là et d'imaginer qu'on n'est pas obligé d'avoir des diplômes. On peut financer la formation d'alternance sans diplôme. Si vous avez besoin, bah, vous me trouvez sur LinkedIn, vous me demandez, je vous dirai comment on fait. Mmh. C'est par la reconnaissance conventionnelle. Il y a une zone grise, les OPCO financent comme s'il y avait un diplôme. Et comme vos candidats bah, sont déjà diplômés, parce que c'est la reconversion, dans l'ensemble, ce qu'ils veulent, c'est un job. Et ce qu'il faut leur garantir, c'est un portfolio qu'ils sachent faire pour de vrai et qu'ils puissent le montrer. Mais voilà, je pense qu'il y a un truc à jouer. Regardez ça parce que plutôt que de se battre sur du Parcoursup où tout le monde y va à coup de marketing et d'argent fou et de candidats plus ou moins intéressants, il y a un truc à jouer sur ces univers-là. OK, super. Pour ceux qui souhaiteraient, te retrouver, échanger avec toi et suivre ton actualité, où est-ce qu'ils peuvent le faire? Sidologie.substack.com, c'est ma newsletter où je partage moi mes aventures, ma veille et tout. Et mes collègues partagent aussi des tutos et des réflexions sur l'IA. Et LinkedIn. Alors j'ai plus beaucoup de place de connexion, parce que sur LinkedIn on est bloqué à 30 000 connexions. Je suis Ah à OK. 29 901, je crois, ce matin. Ah ouais, donc il faut qu'ils se bougent s'ils veulent, t'ajouter. Donc, l'avantage, c'est que je supprime tous ceux qui likent des fake news trop régulièrement ou trop évidentes. Et que parfois, j'essaie de faire des tris pour enlever des gens et qui j'ai jamais été en contact et où il n'y a pas de sens qu'on soit en contact. Mais j'ai pas beaucoup de place, donc j'accepte qu'une personne sur trois. Donc, si vous voulez m'ajouter, envoyez-moi un petit message de pourquoi. Alors, si vous êtes dans le monde de la formation, généralement, je vous accepte parce que je vois le lien. Si vous faites complètement autre chose, mais que vous pensez vous reconvertir en formation ou que vous vouliez en savoir plus après ce podcast, mettez-moi un petit mot suite au podcast avec Thomas et je vous ajouterai avec plaisir, on en discutera. Mais s'il n'y a pas de petits mots, j'ai tendance à refuser pour rester en dessous des 30 000 pour pouvoir ajouter des employeurs, des candidats et continuer à avoir des contacts nouveaux. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup Sylvain, c'était super, complet, très riche, c'était super. Merci. Merci à toi, c'est cool pour cette invitation. Merci de m'avoir donné le temps de partager un peu tout ça parce que tu as creusé des sujets qui sont rarement creusés, donc c'est cool. Ça se voit que tu connais bien le truc aussi. Super, merci. À bientôt. À bientôt.